La petite fille d'or. Autrefois, Hanzhao était la capitale de la Chine. Et pour cette raison, un grand nombre de mendiants s'y étaient rassemblés. Ces mendiants avaient l'habitude d'élire un chef qui était officiellement chargé de surveiller tous les mendiants de la ville. Il avait le devoir de veiller à ce que les mendiants ne dérangent pas les habitants de la ville. Et il recevait de tous ces sujets mendiants 1/10 de leurs revenus. Lorsqu'il neigeait ou qu'il pleuvait, et que les mendiants ne pouvaient pas sortir pour mendier, il devait veiller à ce qu'ils aient quelque chose à manger. Et il devait également organiser leur mariage et leurs funérailles. Et les mendiants lui obéissaient en toutes choses. Or, il se trouvait qu'il y avait à Hanzhao un roi mendiant de ce genre, du nom de Jin, dans la famille duquel la charge se transmettait de père en fils depuis 7 générations. Ce qu'ils avaient gagné en deniers de mendiants, ils l'avaient prêté avec intérêt, et ainsi, la famille était devenue peu à peu aisée et même riche. Le vieux roi mendiant avait perdu sa femme à l'âge de 50 ans. Mais il avait un enfant unique, une fille qu'on appelait Petite fille d'or. Elle avait un visage d'une rare beauté et était le joyau de l'amour de son père. Dès son plus jeune âge, elle avait été versée dans la connaissance des livres et savait écrire, improviser des poèmes et composer des essais. Elle était également expérimentée dans les travaux d'aiguille, une danseuse et chanteuse habile, et pouvait jouer de la flûte et de la cithare. Le vieux roi mendiant souhaitait avant tout qu'elle ait un mari érudit. Mais parce qu'il était roi mendiant, les familles distinguées l'évitaient, et il ne souhaitait pas avoir affaire à ceux qui étaient de rang inférieur au leur. Il arriva donc que la petite fille d'or atteignit l'âge de 18 ans sans être fiancée. En ce temps-là, il y avait à Hanzhao, près du pont de la Paix, un savant du nom de Mozhu. Il avait 20 ans et était universellement populaire à cause de sa beauté et de son talent. Ses parents étaient morts. Il était si pauvre qu'il avait du mal à survivre. Sa maison et son terrain avaient depuis longtemps été hypothéqués ou vendus. Il vivait dans un temple abandonné et bien des jours passaient à la fin desquels il allait se coucher, affamé. Un voisin eut pitié de lui et lui dit un jour: « Le roi mendiant a une fille, la petite fille d'or, qui est d'une beauté inouïe. Le roi mendiant est riche et a de l'argent, mais pas de fils pour en hériter. Si tu souhaites te marier dans sa famille, toute sa fortune te reviendra. N'est-ce pas mieux que de mourir de faim comme un pauvre érudit ?» À cette époque, Mozhu était dans une situation extrême. Aussi, lorsqu'il entendit ces mots, il fut très heureux et pria son voisin de servir d'intermédiaire dans cette affaire. Ce dernier rendit donc visite au vieux roi mendiant et s'entretint avec lui.
et le roi mendiant discuta de l'affaire avec sa petite fille d'or. Comme Mosou venait d'une bonne famille et qu'il était, en outre, doué et érudit, et qu'ils n'avaient aucune objection à se marier dans leur famille, ils furent tous deux très heureux de cette perspective. Ils acceptèrent donc la proposition et les deux se marièrent. Mosou devint donc un membre de la famille du roi mendiant. Il était heureux de la beauté de sa femme, avait toujours assez à manger et de bons vêtements à porter. Il s'estimait donc chanceux au-delà de ses désirs et vivait avec sa femme dans la paix et le bonheur. Le roi mendiant et sa fille, pour qui leur condition modeste était une épine dans la chair, recommandaient à Mosou de bien étudier. Ils espéraient qu'il se ferait un nom et qu'il ferait ainsi rejaillir la gloire sur leur famille. Ils lui achetaient des livres, anciens et nouveaux, aux prix les plus élevés, et lui fournissaient toujours généreusement de l'argent afin qu'il puisse évoluer dans les cercles aristocratiques. Il payait également ses frais d'examen. Ainsi, son savoir augmentait de jour en jour et sa renommée se répandait dans tout le district. Il réussit les examens, les uns après les autres, et à l'âge de 23 ans, il fut nommé mandarin du district de Wuwei. Il revint de son audience avec l'empereur en robe de cérémonie, haut sur son cheval. Mosou étant né à Hanzhou, toute la ville sut rapidement qu'il avait passé son examen avec succès, et les habitants se pressèrent des deux côtés de la rue pour le regarder, alors qu'il se rendait à la maison de son beau-père. Vieux et jeunes, femmes et enfants, tous se rassemblèrent pour profiter du spectacle. Et un flâneur oisif cria d'une voix forte: « Le gendre du vieux mendiant est devenu un mandarin. » Mosou rougit de honte en entendant ces mots. Sans voix et hors de lui, il s'assit dans sa chambre. Le vieux roi mendiant, dans la joie de son cœur, ne remarqua pas sa mauvaise humeur. Il fit préparer un grand banquet de fête, auquel il invita tous ses voisins et bons amis. Mais la plupart des invités étaient des mendiants et des pauvres, et il insista pour que Mosou mange avec eux. Avec beaucoup de difficultés, Mosou fut amené à quitter sa chambre. Mais lorsqu'il vit les invités, réunis autour de la table, aussi dépenaillés et sales qu'une horde de diables affamés, il se retira à nouveau avec dédain. La petite fille d'or, comprenant ce qu'il se passait, essaya de lui remonter le moral de 101 façons, mais en vain. Quelques jours plus tard, Mosou avec sa femme et ses serviteurs partit pour le nouveau district qu'il devait gouverner. On va de Hanzhou à Wuwei par voie d'eau. Ils montèrent donc sur un bateau et naviguèrent jusqu'au Yangtze-kiang. À la fin du premier jour, ils atteignirent une ville où ils jetèrent l'ancre. La nuit était claire et les rayons de lune scintillaient sur l'eau. Et Mosou était assis à l'avant du bateau, profitant du clair de lune.
Soudain, il se mit à penser au vieux roi mendiant. Il était vrai que sa femme était sage et bonne, mais si le ciel les bénissait en leur donnant des enfants, ces derniers seraient toujours les petits-enfants du mendiant, et il n'y avait aucun moyen d'empêcher une telle disgrâce. C'est ainsi qu'un plan lui vint à l'esprit. Il appela la petite fille d'or hors de la cabine pour qu'elle vienne profiter du clair de lune, et elle alla joyeusement vers lui. Tous les serviteurs et toutes les servantes, et tous les marins aussi, s'étaient depuis longtemps endormis. Mosou regarda autour de lui de tous les côtés et ne vit personne à la ronde. La petite fille d'or se tenait à l'avant du navire, ne pensant pas à mal, quand une main la poussa soudainement dans l'eau. Mosou fit semblant d'avoir peur et se mit à crier. « Ma femme a fait un faux pas, elle est tombée dans l'eau. » En entendant ces paroles, les serviteurs se précipitèrent et voulurent la repêcher. Mais Mosou dit « Elle a déjà été emportée par le courant. Ne vous donnez pas de peine. » Puis, il donna l'ordre de reprendre la mer dès que possible. Qui aurait cru que, par un heureux hasard, Sire Hu, le mandarin responsable du système de transport de la province, était également sur le point de prendre en charge son département et avait jeté l'ancre au même endroit. Il était assis avec sa femme à la fenêtre ouverte de la cabine du navire, profitant du clair de lune et de la brise fraîche, lorsque soudain, il entendit quelqu'un pleurer sur la rive. Cela lui sembla être la voix d'une fille. Il envoya rapidement des gens pour l'aider et ils la ramenèrent à bord. C'était la petite fille d'or. Lorsqu'elle était tombée dans l'eau, elle avait senti quelque chose sous ses pieds qui l'avait retenue afin qu'elle ne coule pas. Elle avait été emportée par le courant jusqu'à la berge, où elle s'était glissée hors de l'eau. C'est alors qu'elle réalisa que son mari, maintenant qu'il était devenu distingué, avait oublié à quel point il avait été pauvre. Bien qu'elle ne se fût pas noyée, elle se sentait tout de même très seule et abandonnée. Et avant même de s'en rendre compte, ses larmes commencèrent à couler. Lorsque Sire Hu lui demanda ce qu'il se passait, elle lui raconta toute l'histoire et il la réconforta. « Tu ne dois pas verser une autre larme, » lui dit-il. « Si tu veux devenir ma fille adoptive, nous prendrons soin de toi. » La petite fille d'or s'inclina pour le remercier. La femme de Hu ordonna à ses servantes d'apporter d'autres vêtements pour remplacer ceux qui étaient mouillés et de préparer un lit pour elle. Les serviteurs eurent l'ordre strict de l'appeler mademoiselle et de ne rien dire de ce qui s'était passé. Le voyage se poursuivit donc, et quelques jours plus tard, Sire Hu entra dans ses fonctions officielles. Wu Wei, où Mosou était mandarin de district, était soumis à son autorité, et ce dernier fit son apparition afin de rendre visite à son supérieur officiel. Lorsque Sire Hu vit Mosou, il pensa en lui-même « Quel dommage qu'un homme aussi doué agisse d'une manière aussi impitoyable. » Après quelques mois,
Sir Hu dit à ses subordonnés: « J'ai une fille qui est très jolie et bien bonne, et j'aimerais trouver un gendre à marier dans ma famille. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait répondre ?» Ses subordonnés savaient tous que Mozu était jeune et qu'il avait perdu sa femme. Ils le suggérèrent donc à l'unanimité. Sir Hu répondit: « J'ai également pensé à ce monsieur, mais il est jeune et a connu une ascension très rapide. Je crains qu'il n'ait des ambitions plus élevées et qu'il ne se soucie pas d'entrer dans ma famille et de devenir mon gendre. » « Il était pauvre à l'origine, » répondirent ces gens, « et il est votre subordonné. Si vous vous avisez de lui témoigner une telle bonté, il ne manquera pas de l'accepter avec joie et ne s'opposera pas à se marier dans votre famille. » « Eh bien, si vous croyez que c'est possible, dit Sir Hu, rendez-lui visite et voyez ce qu'il en pense. Mais ne dites pas que c'est moi qui vous envoie. » Mozu, qui réfléchissait à ce moment même à la manière dont il pourrait gagner la faveur de Sir Hu, accueillit la suggestion avec plaisir et pria instamment les subordonnés du monsieur de servir d'intermédiaire dans cette affaire, leur promettant une riche récompense lorsque la liaison serait établie. Ils retournèrent donc sur place et firent leur rapport à Sir Hu. Celui-ci leur dit: « Je suis très heureux que le gentilhomme en question ne dédaigne pas ce mariage. Mais ma femme et moi sommes extrêmement attachés à notre fille, et nous ne pouvons guère nous résigner à l'abandonner. Sir Mozu est jeune et aristocrate, et notre petite fille a été gâtée. S'il la maltraitait, ou si un jour il regrettait d'être entré dans notre famille, ma femme et moi serions inconsolables. C'est pourquoi tout doit être bien compris à l'avance. Ce n'est que s'il accepte positivement de faire ces choses que je pourrai le recevoir dans ma famille. » Mozu fut informé de toutes ces conditions et se déclara prêt à les accepter. Puis, il apporta de l'or, des perles et des soies colorées à la fille de Sir Hu comme cadeau de mariage. Et un jour de chance fut choisi pour célébrer les noces. Sir Hu chargea sa femme de parler à la petite fille d'or. « Ton père adoptif, dit-elle, a de la peine pour toi, car tu es seule, et c'est pourquoi il a choisi un jeune érudit pour te marier. » Mais la petite fille d'or répondit: « Il est vrai que je suis d'humble naissance, mais je sais ce qui est convenable. Il se trouve que j'ai accepté de m'allier à Mozu pour le meilleur et pour le pire. Et bien qu'il ne m'ait montré que peu de gentillesse, je n'épouserai aucun autre homme tant qu'il vivra. Je ne peux me résoudre à former une autre union et à rompre ma promesse. » Lorsque la femme de Sir Hu vit que rien ne pouvait modifier sa résolution, elle lui dit ce qu'il en était réellement. « Ton père adoptif, dit-elle, est indigné par l'insensibilité de Mozu. Et bien qu'il veille à ce que vous vous rencontriez à nouveau, il n'a rien dit à Mozu qui puisse lui faire croire que tu n'es pas notre propre fille. Aussi, Mozu a-t-il été ravi à l'idée de t'épouser. Mais lorsque les noces seront célébrées ce soir,
tu devras lui faire goûter à ta juste colère. » Après avoir entendu tout cela, la petite fille d'or sécha ses larmes et remercia ses parents adoptifs. Puis, elle se para pour le mariage. Plus tard dans la soirée, Mozu arriva à la maison, portant des fleurs d'or sur son chapeau et un foulard rouge sur sa poitrine. Il était monté sur un cheval et suivi d'une grande suite. Tous ses amis et connaissances étaient venus avec lui afin d'être présents à la fête. Dans la maison de Sir Hu, tout avait été décoré de tissus colorés et de lanternes. Mozu descendit de son cheval à l'entrée de la salle. Là, Sir Hu avait préparé un banquet de fête, auquel Mozu et ses amis furent conduits. Et lorsque le gobelet eut fait 3 fois le tour, les servantes vinrent inviter Mozu à les suivre dans les pièces intérieures. La mariée, voilée d'un voile rouge, fut conduite par 2 servantes. Suivant les injonctions du maître de cérémonie, ils adorèrent ensemble le ciel, la terre et puis les beaux-parents. Ensuite, ils entrèrent dans un autre appartement. Là, des bougies aux couleurs vives brûlaient et un repas de fête avait été préparé. Mozu se sentait aussi heureux que s'il avait été élevé au 7e ciel. Mais lorsqu'il voulut quitter la pièce, 7 ou 8 servantes, cannes de bambou à la main, apparurent de chaque côté de la porte et commencèrent à le battre sans pitié. Elles firent tomber son chapeau de mariée de sa tête et firent pleuvoir les coups sur son dos et ses épaules. Lorsque Mozu cria à l'aide, il entendit une voix délicate dire « Il n'est nul besoin de tuer complètement mon jeune marié sans cœur. Demandez-lui d'entrer et de me saluer. » Alors, les servantes cessèrent de le frapper et se rassemblèrent autour de la mariée qui retira son voile nuptial. Lorsque Mozu leva les yeux, il vit que nul autre que sa femme, petite fille d'or, se tenait devant lui. Il sursauta d'effroi et s'écria « Un fantôme! Un fantôme !» Mais tous les serviteurs éclatèrent d'un grand rire. Enfin, Sir Hu et sa femme entrèrent, et le premier dit « Mon cher gendre, soyez assuré que ma fille adoptive, qui est venue me trouver pendant que je me rendais en ce lieu, n'est pas un fantôme. » Mozu s'empressa alors de tomber à genoux et répondit « J'ai péché et j'implore la pitié. » Il se prosterna sans fin. « Je n'ai rien à faire dans cette histoire, » remarqua Sir Hu. « Si seulement notre petite fille s'entend bien avec vous, alors tout sera en ordre. » Mais la petite fille d'or dit « Espèce de scélérat sans cœur, au début, tu étais pauvre et dans le besoin. Nous t'avons accueilli dans notre famille et t'avons laissé étudier pour que tu deviennes quelqu'un et que tu te fasses un nom. Mais à peine étais-tu devenu un mandarin et un homme de valeur que ton amour s'est transformé en inimité. Tu as oublié ton devoir de mari et tu m'as poussé dans la rivière. Heureusement, j'y ai trouvé mes parents adoptifs. Ils m'ont repêché et ont fait de moi leur propre enfant. Sinon,
j'aurais trouvé une tombe dans le ventre des poissons. Comment pourrais-je vivre honorablement à nouveau avec un homme tel que toi? » À ces mots, elle se mit à se lamenter bruyamment, en le traitant de scélérat au cœur dur. Mozu était allongé devant elle, muet de honte, et la suppliant de lui pardonner. Sirhu, estimant que la petite fille d'or s'était suffisamment soulagée avec ses réprimandes, aida Mozu à se relever et lui dit: « Mon cher gendre, si tu te repentes de ton méfait, la petite fille d'or cessera progressivement de se mettre en colère. Bien sûr, vous êtes déjà un vieux couple marié, mais comme vous avez renouvelé vos vœux ce soir dans ma maison, fais-moi une faveur et écoute ce que j'ai à te dire. Toi, Mozu, tu portes un lourd fardeau de culpabilité. Et c'est pourquoi tu ne dois pas t'opposer à ce que ta femme soit quelque peu indignée. Tu dois être patient avec elle. Je vais faire appel à ma femme pour faire la paix entre vous. » Sur ces mots, Sirhu sortit et fit venir sa femme, qui, finalement, après bien des difficultés, réussit à réconcilier les deux, de sorte qu'ils acceptèrent à nouveau de reprendre leur vie de mari et de femme. Ils s'estimèrent et s'aimèrent 2 fois plus qu'avant. Leur vie n'était que bonheur et joie. Et plus tard, lorsque Sirhu et sa femme moururent, ils les pleurèrent comme s'ils avaient été leurs propres parents.